Il y a des choses qu'on garde pour soi toute une vie, non pas parce qu'on les a oubliées, mais justement parce qu'on n'arrive pas à les oublier. Je m'appelle Marcel, j'ai 82 ans et depuis 60 ans, je porte quelque chose que personne dans ma famille ne connaît. Quelque chose qui m'a suivi chaque matin au réveil et chaque soir avant de fermer les yeux. Aujourd'hui, parce que je sais que mes jours sont comptés, je vais tout raconter. Tout. Je ne sais pas exactement par où commencer. Quand on garde un secret aussi longtemps, il finit par faire partie de vous, comme une cicatrice qu'on ne voit plus, mais qu'on sent encore quand le temps change. Il y a 3 semaines, mon médecin m'a annoncé ce que je savais déjà au fond de moi. Il a pris son temps pour m'expliquer les traitements, les options, les statistiques, mais je l'ai arrêté après quelques minutes. Je lui ai dit que j'avais 82 ans, que j'avais vécu une bonne vie et que ce qui me préoccupait n'était pas la maladie, mais ce que j'allais laisser derrière moi. Il n'a pas vraiment su quoi répondre à ça. Les médecins sont formés pour soigner le corps, pas pour ça. J'ai 2 fils adultes, des petits-enfants que j'adore, une belle-fille que j'aime comme ma propre fille. Ma femme Jeanine est morte il y a 11 ans d'une crise cardiaque un matin de novembre, sans souffrir, ce qui est une grâce dont je lui suis encore reconnaissant chaque jour. Elle ne savait pas. Je tiens à préciser ça tout de suite parce que ça aurait été encore plus douloureux si elle avait su et qu'elle était partie avec ce poids-là. Non, ce secret, je l'ai toujours gardé pour moi seul. Pour comprendre ce que j'ai fait, il faut que je vous ramène en 1964. J'avais 22 ans. C'était une autre époque. Et je dis ça non pas pour m'excuser, parce que les excuses ne changent rien à ce qui s'est passé, mais pour que vous voyiez le contexte dans lequel j'ai grandi. J'habitais dans une petite ville industrielle du nord de la France, une ville de textile et d'usines, où tout le monde se connaissait et où la réputation d'un homme comptait autant que son travail. Mon père avait usé sa santé dans une de ces usines pendant 30 ans. Ma mère y était née, y avait grandi. Et moi, j'avais passé toute mon enfance entre les rues pavées et l'odeur permanente de laine mouillée et de charbon qui flottait sur la ville comme un nuage bas qui ne partait jamais. J'avais un ami depuis l'école primaire. Il s'appelait Robert Mercier. On avait grandi ensemble, partagé l'adolescence à jouer au foot dans les ruelles derrière la place, partagé aussi les premières bêtises, les premières cigarettes cachées derrière le hangar de son père. Et quand on avait eu l'âge de travailler, on s'était retrouvés tous les deux à l'usine Bertrand, une usine de textile qui employait à l'époque environ 200 personnes de la ville. Robert était quelqu'un de bien, vraiment bien. Pas parfait, on ne l'est jamais, mais il était honnête, travailleur, fiable en amitié. Il avait une fiancée qui s'appelait Hélène, une fille sérieuse et douce qu'il devait épouser l'année suivante. Sa vie était tracée devant lui, proprement, solidement. Et la mienne aussi, je croyais. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est peut-être le moment d'y penser. Ça compte vraiment pour moi. Un like aussi, ça aide beaucoup, sincèrement. Et j'aimerais vous poser une question pendant qu'on en est là. Pensez-vous qu'à 22 ans, on peut vraiment mesurer ce genre de conséquences? Laissez jeune dans les commentaires si vous pensez que oui, peur si vous pensez que non. Je suis sincèrement curieux de votre réponse. C'était un jeudi soir de mars 1964. L'usine fermait à 18 heures et ce soir-là, c'était Robert qui était responsable de faire le dernier tour et de fermer à clé après le départ des ouvriers. Moi, j'avais oublié mon portefeuille dans le vestiaire et j'étais revenu le chercher vers 18h30 après que tout le monde était parti. Robert était encore là, en train de vérifier les machines. On a discuté quelques minutes, lui et moi, dans le grand atelier principal, sous les néons qui bourdonnaient comme il faisait toujours. Il était de bonne humeur ce soir-là, je m'en souviens. Il m'avait parlé d'une sortie qu'il préparait avec Hélène pour le dimanche suivant. Il souriait en me racontant ça. Il est allé dans l'arrière-salle pour étendre les dernières lumières, et moi je cherchais mon portefeuille dans les casiers le long du mur. C'est là que j'ai fait la chose la plus stupide et la plus lourde de conséquences de toute ma vie. Il y avait sur l'un des établis une lampe de travail à huile, une vieille lampe qu'on utilisait parfois quand les néons lâchaient. En passant devant l'établi, j'ai accroché le câble de la lampe avec mon avant-bras sans faire attention. La lampe est tombée sur les chiffons qui traînaient sur l'établi. J'ai entendu le bruit, j'ai vu l'huile se répandre et en quelques secondes, ça a pris feu. Pas une grande flamme d'abord, mais une fumée noire et épaisse qui s'est répandue sur l'établi, puis sur les caisses de tissu empilées juste à côté.
J'ai appelé le prénom de Robert une seule fois depuis l'entrée de l'atelier. Une seule fois. Et puis j'ai paniqué. Je ne me l'explique toujours pas entièrement, même aujourd'hui, 60 ans après. J'ai couru vers la sortie, j'ai poussé la porte et je me suis retrouvé dans la rue froide de Mars. Je n'ai pas essayé d'éteindre le feu. Je n'ai pas cherché l'extincteur que je savais pourtant où il était. Je n'ai pas appelé les pompiers depuis le bureau de l'accueil. J'ai couru dans la rue et j'ai marché vite, très vite, la tête baissée, en me répétant que Robert allait voir la fumée, qu'il allait appeler les pompiers, que ce serait peut-être un petit dégât, rien de grave, que tout s'arrangerait. L'incendie a détruit un tiers de l'atelier principal cette nuit-là. Les pompiers sont arrivés trop tard pour les machines, mais personne n'a été blessé physiquement. Robert avait réussi à sortir par l'arrière, alerté par l'odeur de fumée. Mais dans les jours qui ont suivi, l'enquête a commencé. Et c'est là que ma lâcheté s'est transformée en quelque chose d'une toute autre gravité. Parce que je n'avais rien dit, parce que j'avais quitté l'usine sans me signaler, parce que j'étais simplement rentré chez moi comme si rien ne s'était passé, c'est Robert qui s'est retrouvé seul face aux enquêteurs. Il était le dernier responsable officiel. Il avait fermé, ou plutôt il n'avait pas fermé correctement, selon les conclusions de l'enquête. On a conclu à une négligence grave de sa part, une lampe mal vérifiée, un manquement aux procédures de sécurité. Le rapport était précis, technique, sans appel. Robert a tout nié, évidemment. Il a dit qu'il avait fait le tour complet, qu'il avait tout vérifié, qu'il n'avait rien laissé allumé ni en danger. Mais il n'y avait pas de témoin pour le confirmer. Pas de témoin, ou plutôt si, un seul, et ce témoin se taisait. Moi je me taisais, assis chaque matin à la table du petit-déjeuner, mangeant mes tartines comme si rien ne pesait sur ma poitrine. Robert a été condamné à 18 mois de prison ferme pour faute grave ayant entraîné la destruction de biens. Sa fiancée Hélène a rompu les fiançailles 2 semaines après le verdict. Elle avait dit à une amie commune, et ça m'était revenu aux oreilles, qu'elle ne pouvait pas lier sa vie à un homme qui avait menti et dont l'avenir était compromis. Le père de Robert, un homme qui avait toujours marché la tête haute dans cette ville, ne s'en est jamais remis. Il était convaincu jusqu'au bout de l'innocence de son fils, mais sans rien pour le prouver, sans rien pour faire bouger les choses. Il est mort 3 ans après la condamnation, dans une amertume que rien n'avait pu dissoudre. Moi, pendant tout ce temps, j'ai continué à vivre. C'est peut-être la partie la plus difficile à dire, et pourtant c'est la plus vraie. J'ai continué à aller au travail, à voir des amis, à manger, à dormir, à rire parfois. J'ai rencontré Jeanine l'année suivante. On s'est mariés en 1966, on a eu nos 2 fils, on a construit notre maison brique par brique, on a pris des vacances en Bretagne chaque été pendant des années. On a vieilli ensemble. Et tout ça avec ce poids-là quelque part que je portais sans en parler à personne. Robert est sorti de prison en 1966. Il a quitté la ville quelques semaines après sa libération. Je l'ai croisé une dernière fois dans la rue, juste avant son départ. On s'est regardé pendant peut-être 3 secondes, lui et moi. Il avait l'air vieilli, le visage creusé, les épaules un peu rentrées comme celles d'un homme qui porte quelque chose de lourd. Je lui ai dit quelque chose de faible, quelque chose comme « bonne route », et il a hoché la tête très légèrement sans répondre. Il ne savait pas que j'étais là ce soir-là. Il ne savait pas pourquoi ma voix tremblait en lui disant au revoir. Pendant les années qui ont suivi, j'ai essayé de me convaincre que ce que j'avais fait n'était pas si terrible au fond, que c'était un accident, que je n'avais pas voulu l'incendie, que le tribunal aurait peut-être conclu de la même façon, même si j'avais témoigné. Je me suis fabriqué des arguments, des explications, des couches successives de justifications que je posais les unes sur les autres comme on pose des couvertures pour ne pas sentir le froid. C'est ce que font les gens qui ne peuvent pas se regarder en face. On construit des histoires qu'on finit presque par croire. Mais il y avait des moments où ça lâchait. Des moments précis, souvent la nuit, où je me retrouvais réveillé à 2 heures du matin et où le visage de Robert me revenait. Ce visage dans la rue le jour de son départ, ses épaules rentrées, ses 3 secondes de regard. Et je savais, au fond, je savais exactement ce que j'avais fait. Il y a 5 ans, j'ai reçu un coup de téléphone d'une femme que je ne reconnaissais pas d'abord. Elle s'appelait Marguerite. C'était la sœur de Robert.
Je ne l'avais pas revue depuis des décennies et je ne savais pas comment elle avait retrouvé mon numéro. Elle m'appelait pour me dire que Robert était mort. Un cancer du poumon, seul dans un appartement dans une ville que je ne connaissais pas, à 200 kilomètres d'ici. Il avait 68 ans. Il n'avait jamais vraiment refait sa vie après la prison, jamais eu d'enfant, jamais retrouvé quelque chose de stable. Marguerite m'a parlé de lui pendant presque une demi-heure. Elle avait besoin de parler, je crois. Elle m'a dit qu'il avait souvent bu, pas de façon violente, mais assez pour anesthésier quelque chose qu'il ne nommait pas. Elle m'a dit qu'il avait travaillé dans différentes usines au fil des années, jamais longtemps au même endroit, toujours avec l'impression que sa condamnation le suivait comme une ombre. Elle m'a dit qu'il n'avait jamais compris pourquoi ça lui était arrivé à lui qui avait pourtant tout fait correctement ce soir-là. Ces derniers mots, je les ai entendus et je n'ai rien dit. J'ai raccroché ce jour-là et je me suis assis dans ce fauteuil, là où je suis en ce moment même, et je ne me suis pas levé pendant des heures. Parce que pour la première fois depuis 60 ans, j'ai compris avec une clarté absolue que je ne pourrais jamais réparer ce que j'avais fait. Jamais. Robert était mort sans savoir la vérité sur sa propre condamnation. Et moi, j'étais encore là, dans ma maison, avec mes fils, mes petits-enfants, ma belle vie construite sur ce silence. Depuis ce coup de téléphone, j'ai pensé chaque jour à ce que je devais faire avec ça. J'ai pensé à aller voir Marguerite, à lui expliquer, à lui remettre entre les mains la vérité que je portais depuis si longtemps. Mais j'avais peur, encore. À 77 ans, puis à 78, puis à 80, j'avais encore peur. Peur qu'elle me déteste, peur que ça ne serve à rien après tant d'années, peur que la vérité, arrivée si tard, ne soit qu'une façon de me soulager moi, sans rien changer pour personne d'autre. Et puis, le médecin m'a annoncé la maladie. Et là, quelque chose a changé en moi. Pas de façon dramatique, pas en un instant. Mais progressivement, sur ces 3 dernières semaines, une voix très calme et très claire m'a dit que je n'avais plus le droit de mourir avec ça. Pas parce que ça me sauverait, pas parce que ça réparerait quoi que ce soit, mais parce que certaines vérités méritent d'être dites à voix haute, même trop tard, même sans que personne n'en bénéficie directement. Parce que les garder en soi jusqu'au bout, c'est leur donner encore plus de pouvoir qu'elles n'en ont déjà eu. Je ne sais pas si Marguerite verra cette vidéo. Je ne sais pas si quelqu'un de ma famille la verra avant que je leur ai parlé moi-même. Ma famille ne sait pas que j'enregistre ça aujourd'hui. Je l'ai fait seul, dans ce fauteuil, avec l'aide d'un jeune homme qui m'a aidé à mettre les images sur Internet, parce que moi, je n'y connais pas grand-chose. J'ai voulu que ces mots soient dits vraiment, devant des gens, pas dans un confessionnal silencieux, pas dans une lettre que personne ne lirait peut-être, devant des gens, comme un vrai aveu qui a besoin de témoins pour exister. Robert, si par un quelconque mystère tu peux m'entendre de là où tu es maintenant, je suis désolé. Ces 2 mots sont insuffisants et je le sais parfaitement, mais c'est tout ce que j'ai à vous offrir à 60 ans de distance. Je suis désolé de t'avoir laissé seul face à une faute qui était la mienne. Je suis désolé de m'être tu pendant que ta vie se défaisait. Je suis désolé de n'avoir pas eu le courage à 22 ans que j'aurais dû avoir. Et à vous qui m'écoutez, je voudrais juste vous laisser une seule pensée, pas un conseil, parce que je ne suis pas en position de donner des conseils à qui que ce soit. Juste une observation d'un homme qui a eu le temps d'y penser longuement. Les secrets qu'on garde ne protègent jamais vraiment ceux qu'on croit protéger. Ils ne font que peser. Et un jour, ce poids devient insupportable à porter seul. N'attendez pas d'avoir 82 ans et une maladie pour dire ce qu'il doit être dit. C'est la seule chose que j'ai vraiment apprise dans cette vie. Si cette histoire vous a touché, un like me ferait vraiment plaisir. C'est une façon simple de me dire que vous étiez là et que ça a compté pour vous aussi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour qu'on puisse continuer à se retrouver pour partager ce genre de moments ensemble. Il y a sur cette chaîne une autre histoire que je crois que vous apprécierez. Une histoire sur ce qu'on regrette vraiment à la fin d'une vie. Les choses qu'on n'a pas faites plutôt que celles qu'on a faites. Après ce que je viens de vous raconter, je crois que vous comprendrez pourquoi je vous la recommande. Prenez soin de vous.